Ce 15 mai 1991, Raymond Alberti a quitté tôt le matin Tours, où il habite, pour se rendre à son chantier de Saint-Cyprien-sur-Loire, à une vingtaine de kilomètres. Il s'agit d'une villa d'assez grande dimension, un peu à l'écart du village, qui doit servir de résidence secondaire à un Parisien. La construction est près de se terminer, puisqu'on en est à la toiture. Raymond Alberti est entrepreneur, il emploie 3 personnes, 2 ouvriers et un apprenti. Il est 7h30. Raymond Alberti est arrivé sur les lieux, il a un sourire de satisfaction. Ce chantier est quasi miraculeux en cette période où le bâtiment va si mal. Quant à la maison, elle a belle allure avec ses murs en pierre du pays et son toit d'ardoise qui commence à se dessiner. Le toit. Raymond Alberti s'approche encore. C'est curieux. Il aurait juré qu'il n'y avait que 5 rangées d'ardoises lorsqu'ils sont partis la veille. Et maintenant? Il recommence mentalement. Pas de doute. Il y a 7 rangées, 2 de plus. L'entrepreneur reste songeur. Cela lui fait penser à une vieille légende de la région, les charpentiers du diable. Au Moyen-Âge, un riche marchand avait entrepris de se faire construire un palais au bord de la Loire. Mais il s'est trouvé brusquement ruiné, alors qu'il ne manquait plus que le toit. Le diable est venu le trouver, il lui a proposé de terminer l'ouvrage en échange de son âme. Le marchand a accepté. Des dizaines de démons, les charpentiers du diable, ont travaillé toute la nuit, et au matin, le palais était recouvert des plus belles ardoises qu'on ait jamais vues. Le surlendemain, la Loire est entrée en crue et a enlevé palais et marchands. Certains soirs, dit-on, on peut entendre ces gémissements au bord du fleuve. Raymond Alberti essaie de se raisonner. Mais il n'y a rien à faire, il n'aime pas cela. Il est un peu superstitieux. Il a toujours cru au surnaturel. Et les charpentiers du diable, non, il n'aime pas. Raymond Alberti monte à l'échelle de l'échafaudage et jette un regard sur les 2 rangées en trop. C'est du travail impeccable, du travail de professionnel. La seule explication est qu'il a dû se tromper. Tout à l'heure, quand ses ouvriers arriveront, il les interrogera, ils lui confirmeront son erreur, et tout rentrera dans l'ordre. 8h moins 5, Pierre-Marie arrive en sifflotant sur sa bicyclette. Pierre-Marie, 48 ans, est le plus ancien ouvrier de Raymond Alberti. Ils ont le même âge et ils travaillent ensemble depuis 15 ans. Raymond Alberti l'interpelle. « Salut Pierrot! Dis donc, viens voir un peu par ici. » Pierre-Marie monte à l'échafaudage. Oh, le patron n'a même pas le temps de poser la question. Dès qu'il est arrivé à hauteur du toit, il émet un sifflement. Mince alors! Il y a 2 rangées en plus! Raymond Alberti et son ouvrier sont en train de commenter la découverte lorsqu'un pas résonne sur l'échelle et qu'un nouveau membre de l'équipe apparaît. C'est Paul Constant, l'ouvrier couvreur. À la question de son patron sur les 2 rangées en trop, il est tout aussi affirmatif. Ah, pas de doute, il y en a bien 2 de plus. Arrive alors le dernier, Cyril Duprat, 18 ans, apprenti. Il habite Saint-Julien même. Raymond Alberti l'aime bien, d'abord parce que c'est un bon ouvrier, adroit et consciencieux, ensuite parce que c'est un brave garçon. Il est toujours inquiet sur son travail, trop même. Comme beaucoup de jeunes, il est hanté par le chômage. Cyril Duprat paraît sur l'échafaudage. Il a une curieuse allure avec son immense taille et son visage poupin. Il sourit gentiment à tout le monde et s'arrête soudain avec une expression de surprise. « Ah ben ça, les ardoises, il y a 2 rangées de plus. Ça me fait penser à une histoire que me racontait ma grand-mère, les charpentiers du diable. » Raymond Alberti décide de clore cet incident, qu'il s'en rend bien compte, mais mal à l'aise tout le monde. Bon, écoutez, j'y comprends rien, vous non plus, mais ce n'est pas une raison pour nous croiser les bras, alors au boulot, hein. 5h du soir, c'est l'heure de quitter le chantier. Un pot de peinture blanche à la main, Raymond Alberti s'adresse à ses ouvriers. « Vous êtes d'accord? On en est à la 17e rangée. Mais pour qu'il n'y ait aucune discussion, je fais un trait sur la charpente à la hauteur de la dernière ardoise. On verra bien si demain le toit a avancé. » Paul Constant, le couvreur, le moins impressionnable du groupe, a un petit rire. « Patron, les charpentiers du diable, vous allez devoir les payer double. Tarif de nuit. » Le jeune Cyril intervient vivement. « Tais-toi, parle pas de ces choses-là. »« Oh, tu vas pas me dire que t'y crois. »« Non, mais quand même, il faut pas parler de ça. » 16 mai, 7h30 du matin. Raymond Alberti a conduit plus vite que de coutume entre Tours et Saint-Cyprien. Arrivé sur place, il gravit l'échelle prestement et s'arrête sur l'échafaudage. Il n'a pas besoin de compter.
Sa marque blanche sur la charpente n'est plus visible. Elle est recouverte par l'ardoise. Un bruit derrière lui, c'est Pierre-Marie, son vieil ouvrier. Lui aussi est arrivé en avance pour savoir. Il compte en remuant les lèvres et s'écrie « 19 ? Il y a 19 rangées ? 2 de plus comme la première fois ?» Paul Constant et Cyril Duprat arrivent peu après et ont la même exclamation. Un long silence s'ensuit. Les 4 hommes restent à se regarder sur l'échafaudage, dépassés par cet événement inexplicable. Le patron finit par prendre la parole. « Bon, je ne comprends pas plus que vous pourquoi on a fait cela. Mais on peut essayer au moins de savoir comment. Est-ce que l'un de vous, en partant hier soir, a oublié ses outils sur le chantier ?» Un triple non lui répond. Donc il faut en conclure qu'un ouvrier couvreur est venu après nous sur le chantier avec ses propres outils pour faire gratuitement ce travail. C'est complètement absurde. Pierre-Marie hasarde une hypothèse sans avoir l'air de trop y croire. C'est peut-être le propriétaire. Réellement, Alberti hausse les épaules. Il m'a déjà dit qu'il était incapable de planter un clou. Et puis, en ce moment, il est à Paris. Non, ça va pas. Le silence retombe. Effectivement, tout cela n'a pas de sens. 16 mai, 5 heures du soir. Raymond Alberti prend congé de ses ouvriers et monte dans sa camionnette. Cyril, qui habite Saint-Julien même, s'en va à pied, tandis que Pierre-Marie et Paul Constant s'éloignent côte à côte à bicyclette. Mais, après avoir fait 500 mètres, ils mettent pied à terre et refont le chemin en sens inverse. Tout à l'heure, pendant le déjeuner, ils ont décidé de découvrir ensemble la clé du mystère. Ils passeront la nuit sur le chantier, et si le mystérieux ouvrier revient, ils le démasqueront. Ils n'ont pas voulu mettre dans la confidence le patron. Ils n'ont pas voulu non plus demander à Cyril de les accompagner, il est trop jeune et trop impressionnable. Pierre-Marie et Paul Constant arrivent au chantier, ils dissimulent leur bicyclette dans les buissons, puis ils prennent place dans la maison même, juste sous l'échelle qui monte au toit. De là, ils sont invisibles, et ils ne pourront pas manquer le couvreur mystérieux. Les heures passent, le soleil s'est couché, c'est donc qu'il ne viendra pas, car couvrir un toit la nuit, c'est de la folie, sans une installation d'éclairage compliquée et coûteuse, à moins que... Il faut en avoir le cœur net. Allez, il décide quand même de rester. Les heures passent encore, il est près de minuit. Rarement une nuit aura été plus obscure. Il n'y a pas de lune, et c'est tout juste si on y voit à 2 mètres. Pierre-Marie chuchote soudain. « Écoute. » Paul Constant dans l'oreille. Oui, il n'y a pas de doute. C'est bien un bruit de pas. À une 50aine de mètres à l'entrée du chantier, le gravier crisse d'une manière régulière. Le bruit se rapproche rapidement. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme puisse se déplacer si vite dans l'obscurité, car on n'aperçoit pas la moindre lueur d'une lampe électrique. Paul Constant chuchote. Mais comment fait-il pour ne pas se casser la figure? Chut, tais-toi, il arrive. Effectivement, l'inconnu vient dans leur direction. Cachés dans la maison, Pierre-Marie et Paul Constant jettent un œil prudent. Ils entrevoient une longue silhouette qui tient à la main des outils de couvreur. Elle s'arrête près de l'échelle, vers le tas d'ardoises à poser, en prend une grosse pile, la met sur son épaule et commence à monter vers le toit. Paul Constant agrippe le bras de Pierre-Marie. « Tu as vu ?»« Oui, j'ai vu. C'est Cyril. Enfin, c'est incroyable. Pourquoi ?» Sans répondre à cette question, dont il ne connaît pas plus la réponse que son compagnon, Pierre-Marie prononce brièvement « Montons ». Les 2 ouvriers, avec de multiples précautions, se hissent sur l'échafaudage. Depuis plusieurs heures, leurs yeux ont fini par s'accoutumer à l'obscurité et ils parviennent à distinguer la silhouette du jeune homme quelques mètres plus haut sur le toit. L'apprenti a commencé une rangée d'ardoises. Sa pile d'un côté, ses outils de l'autre. Il travaille avec une rapidité et une précision incroyables. Non seulement la nuit ne le gêne pas, mais il va beaucoup plus vite que le jour. Paul Constant secoue la tête, l'air incrédule. Même lui, qui est un ouvrier couvreur, qui ne fait que des toits et rien d'autre, il ne ferait pas aussi bien. Alors tous 2 se mettent à crier « Cyril !
Hé, Cyril! Mais qu'est-ce que tu fais là, bon Dieu? Cyril a entendu, il se redresse brusquement, il se met debout, mais il ne semble pas dans un état normal. Il vacille comme un homme ivre. Il se met en marche en titubant. « Non, Cyril, pas par là! Non, tu vas... » C'est trop tard. Sans un cri, le jeune apprenti vient de chuter dans le vide, la tête la première. Aussi vite qu'ils le peuvent dans le noir, Pierre-Marie et Paul Constant redescendent l'échafaudage. Cyril est tombé sur un tas de pierres. Paul Constant gratte une allumette. Il a les yeux et la bouche grands ouverts. Il s'est tué sur le coup. Quelques heures plus tard, le brigadier Morel, qui enquête sur la mort tragique du jeune Cyril Duprat, reçoit le docteur Laurent, qui était le médecin de la famille et qui soignait le jeune homme. Il est inutile d'inquiéter davantage les deux ouvriers, brigadier. Ils n'y sont pour rien. Leur seule erreur a été de le réveiller pendant sa crise de somnambulisme. Il a perdu l'équilibre. Parce qu'un somnambule peut construire un toit la nuit? Absolument. La crise somnambulique rend capable de performances impossibles à l'état de veille. Bien sûr, il ne peut s'agir que de conduite purement mécanique. Comme toute attention à autre chose a disparu, les gestes sont d'une précision extraordinaire. Et au réveil, le malade ne garde aucun souvenir. Mais enfin, pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi s'est-il relevé la nuit pour continuer le toit? Cyril manquait de confiance en lui. Il avait une peur bleue du chômage. Il voulait que le chantier soit terminé. Cela devait être devenu une idée fixe chez lui. Il n'y a pas d'autre explication. Saint-Cyprien a enterré son jeune disparu. Dans le cortège, on a reparlé des charpentiers du diable. Quoi d'étonnant? Le diable, le chômage, n'était-ce pas dans le fond terriblement proche? Chaque époque a ses frayeurs,